C'est depuis. Voilà, vous avez le docteur Poinas qui va vous parler de la surveillance active. Donc, ce qu'on disait, c'est que tous les cancers de prostate diagnostiqués ne sont pas forcément opérés ou traités immédiatement. Il y en a une part de plus en plus importante qui est sous surveillance. Et vous allez voir qui va vous traiter de ça. N'hésitez pas à poser des questions. Ouais. Voilà. Merci Greg. Donc je suis un des urologues de la clinique. Voilà, moi je suis un des plus jeunes, je suis arrivé il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour. Voilà. Et bon, moi je suis surtout spécialisé cancer de prostate, cancer de vessie et calcul urinaire. Voilà. Donc on est tous hyper spécialisés en fait. C'est une évolution, mais c'est vrai que vous pouvez penser que c'est restrictif, mais on fait partie du système public ici et on a chacun notre rôle. Et force est de constater, un des plus gros difficultés qu'on a, c'est qu'on a parfois des patients qui nous sont adressés, mais ce n'est pas nous qui vont pouvoir avoir le levier pour débloquer certaines situations. Donc on est assez spécialisé. Donc par exemple, les troubles de l'incontinence urinaire chez la femme, c'est nos collègues gynécos qui les traitent. Les infections urinaires récidivantes, on n'en fait pour rien. Les douleurs chroniques, c'est pas notre cœur de métier. Donc là, je vais venir sur la surveillance active. C'est une grosse notion en fait de la prise en charge des cancers de prostate, dans le sens où, si vous voulez, on ne peut pas parler de surdiagnostic, mais on peut parler de surtraitement pour le cancer de la prostate. Et moi, ce que je vois en fait comme notion qui est importante de comprendre, c'est que nos anciens urologues, donc moi, j'avais par exemple M. Guiter, qui était l'ancien professeur de la Péronie, quand ils ont commencé leur activité, en fait, le cancer de la prostate, pour l'urologue, ça ne soignait pas ou très peu. Et ils avaient dans leur service des patients qui étaient en cancer métastatique de prostate, qui venaient souvent de services de rhumatologie, et pour lesquels ils n'avaient rien pu faire. Et donc, en fait, après, dans les années 90, s'est développé le test du PSA, le dépistage, et donc, forcément, on a pu soigner et guérir les gens. Donc, ces chirurgiens et ces urologues qui voyaient des gens mourir avec des qualités qui étaient très altérées de cancer de la prostate, ont eu les moyens de les guérir, donc ils ont beaucoup opéré, beaucoup traité. Puis un jour, on s'est rendu compte, donc, dès 1994, donc assez tôt après qu'on ait tous ces diagnostics et qu'on puisse traiter au stade localisé, qu'on avait peut-être des cancers de prostate qui n'évoluaient pas, qui étaient indolents, et qu'il fallait peut-être pas opérer tout. Donc depuis 1994, s'est développée en fait la notion de cancer indolent, de cancer qui n'évoluait pas de la prostate, et ça a abouti à des recommandations avec une grosse assurance scientifique derrière pour dire qu'il y a certains cancers qui n'évoluent pas et qu'il ne faut pas traiter. Le but, c'est de bien les identifier. Donc voilà, le rationnel, c'est qu'il existe des cancers très peu évolutifs, et donc le but, c'est de limiter les surtraitements et leurs conséquences. C'est un conseil ancien, donc dès 1994, on parlait de surveillance active. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade-là? Comment on peut savoir que le cancer en question, c'est pas évolutif? Voilà, et ben on a certains outils, donc on va les voir. C'est toujours, on a de plus en plus d'outils, ces outils sont de plus en plus performants, mais il y a toujours la nécessité de suivi pour vérifier que ce qu'on avait dit sur un diagnostic initial à un instant T se vérifie dans le temps. Et donc les principaux outils, c'est le PSA, le toucher rectal, l'IRM, et surtout la clé angulaire, quand même, c'est la biopsie. La biopsie qui va nous dire surtout l'importance et l'aspect des cellules. Est-ce qu'elles sont très agressives, moyennement ou pas agressives? Et combien il y a de biopsies positives? Est-ce que c'est très localisé avec peu de longueur de biopsie envahie, ou est-ce que on a un peu partout sur la prostate avec des longueurs très importantes envahies? Donc c'est cette association de ça qui va nous faire rentrer dans un critère de surveillance. Okay, sachant qu'après, ça c'est une évaluation de l'instant T, les choses évoluent, il faut aussi qu'on réévalue, qu'on soit bien toujours dans les clous d'une surveillance. C'est le score de Gleason. Voilà, le score de Gleason, exactement. Donc là, vous allez voir, donc il y avait une étude très importante en fait, donc qui est publiée dans le plus gros journal en fait, quand on arrive à publier dans New England, c'est le journal scientifique le plus difficile, le plus exigeant en termes de critères scientifiques et d'exigences. Et ça, c'était une des bases. Donc il comparait en fait une population de moins de 75 ans avec un PSA à 5 ans, inférieur ou égal à 50 ans. Donc c'est des PSA quand même élevés. Des stades localisés de la prostate, tout score de Gleason, et ils faisaient un suivi sur 13 ans. Et là, on regardait, ils avaient classé la population en plus de 65 ans, moins de 65 ans. Et vous voyez que globalement, après 65 ans, entre une population qu'on va simplement
surveillés, watchful waiting, on les regarde, on les surveille, et ceux qu'on va traiter localement avec une prostatectomie, sur la mortalité spécifique sur le cancer de la prostate, en fait, on n'avait que très peu de différence. Okay. De même, par contre, sur la mortalité des patients de moins de 65 ans, là, on avait une réelle différence. Donc là, c'est pour vous dire que voilà, il y avait déjà une différence en termes d'âge, mais quand on regardait sur la population totale, donc patients de moins de 75 ans, tout stade confondu, tout âge confondu, oui, on avait une diminution de la mortalité spécifique par cancer de prostate, mais c'était assez limité. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'il faut voir l'âge physiologique du patient Oui. ou l'âge? Ouais, il faut voir l'âge physiologique. Ouais, C'est l'âge physiologique qui compte, en fait, clairement. Voilà. Mais globalement, en fait, ce qu'on voit, c'est que là, c'est un peu pour rebondir un peu aussi sur le dépistage et sur les traitements. Voilà, je pense que le problème, c'est qu'on a beaucoup de dépistage et de PSA qui se font après 75 ans. L'idéal, c'est quand même de le faire précocement. Parce que c'est là où on va avoir, qu'on va traiter peut-être des cancers plus localisés, avec des meilleurs taux de guérison, mais surtout, on va limiter des pertes d'années de vie. Okay. Donc ça, c'est la première étude pour avoir une notion, pour dire oui, le cancer de la prostate, mais ce n'est pas systématiquement un tueur. Alors ça, c'est un mais, toujours dans à peu près la même étude, oui, peut-être. Et là, cette fois, c'est une étude d'un groupe un peu plus spécifique, où là, on était sur des bons pronostics, c'est-à-dire des PSA moins de 10 et des PSA inférieurs à 6. Et là, on regardait en fait les métastases. Donc on voit très bien que dans les gens qui sont simplement surveillés, l'apparition de métastases est beaucoup plus importante que dans le groupe qui a été opéré. Ça, c'est la mortalité de même. Donc dans un groupe quand même à relativement bas risque, le fait de prendre en charge localement, on va diminuer le risque d'une évolution métastatique et on va quand même diminuer la mortalité par cancer de prostate. Voilà. Ça, c'est une autre étude 2012, un peu plus récente, sur à peu près pareil, c'est-à-dire le suivi des cancers à bas risque localisés, et on regarde que globalement, pareil, on a en fait une diminution de la mortalité globale. Bon, bah, ça, c'est sûr, hein, c'est toute la mortalité, oui, elle est très légèrement diminuée quand on opère, mais on parle de mortalité globale, et la mortalité par cancer de prostate est également très légèrement diminuée. Bon. Mais ça reste quand même montrer qu'il y a quand même des cancers indolents. Voilà. Donc le cancer de la prostate, voilà, ça c'est les recommandations de l'année dernière qui sont valables jusqu'à l'année prochaine. Donc on peut proposer en fait de surveiller les gens, hein, c'est une proposition, parce que ça va nécessiter des choses, vous allez voir, ce n'est pas toujours accepté. Il faut qu'on ait un PSA inférieur à 10, un score de Gleason 6, et qu'au toucher rectal, il y ait moins de la moitié d'une prostate touchée. C'est-à-dire que si on a toute la prostate qui nous semble touchée, ou les deux côtés de la prostate qui nous sont touchés, ce n'est pas une indication de surveillance active. Okay. Ça, c'est également, à mon avis, on pourrait aussi l'argumenter par les données de l'IRM. Une lésion qui fait plus d'1,5 centimètre, éventuellement aussi, ça peut poser problème. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une espérance de vie supérieure à 10 ans. Si on a une espérance de moins de 10 ans, en fait, on va faire une simple surveillance. On ne fera pas une surveillance active. Vous allez voir à quoi ça correspond le côté actif. Et donc ça, c'est le grade A, c'est le plus haut niveau de grade scientifique. C'est-à-dire que là, on a des données établies, des très belles études, et on a un recul suffisant pour dire qu'a priori, on y croit beaucoup. Alors, ce qu'on y croit un peu moins, c'est quand on a à la biopsie des cellules un peu plus agressives. En quantité minoritaire, donc ce qu'on appelle le Gleason 4, il faut que ce soit toujours minoritaire. Parfois, on peut proposer une surveillance active. Ça reste très débattu, c'est pas quelque chose qu'on propose en standard. Okay. Donc les critères de surveillance active, qu'est-ce qui va faire qu'un patient qui va être en surveillance active sort? Bah forcément le PSA qui monte supérieur à 10, ou un temps de doublement important, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une accélération de la maladie sur l'évolution du PSA. S'il prend un point de PSA tous les 3-4 mois, on va dire bon, bah, peut-être qu'il faut traiter. Le toucher rectal aussi, si on voit que la lésion qui nous paraissait être une petite bille sur la base de la prostate, bah, tout d'un coup ça prend toute la prostate, bon, bah, là aussi c'est pas bon. Et bien sûr, à la rébiopsie, en fait une évolution du grade au niveau du Gleason. Après il y a également soit du patient qu'on va prendre en compte. C'est-à-dire que si le patient il se dit bon moi j'en ai marre d'avoir cette épée de Damoclès,
traiter, bon, bah, voilà, il faut aussi traiter. Ou je veux que vous arrêtez de me surveiller. Moi, je ne suis pas inquiet sur ce cancer, arrêtez de me faire la surveillance, arrêtez de me surveiller. Après, en gros, ce souhait du patient, qui a manqué, c'est pas si fréquent en fait. C'est pas si fréquent que le patient, si on lui a bien expliqué, bah, normalement l'anxiété finalement doit diminuer et il n'y a pas tant de sorties de surveillance active dans les études par souhait du patient. Donc ça, c'est les différentes études, simplement pour vous montrer, ça c'est les... Bon, c'est pas à retenir, mais c'est pour vous donner un argumentaire scientifique, si vous voulez, sur les différentes études qu'on a. Donc, vous voyez, il y a des études très importantes avec 2500 patients, 1000 patients. Donc, il y en a d'autres encore. Et vous voyez, en fait, les critères, hein, globalement, c'est toujours PSA inférieur à 10. Donc là, souvent, les Anglais et les Canadiens, ils sont un peu plus larges, c'est-à-dire pour les gens qui ont une espérance de vie inférieure à 10 ans, bah, ils acceptent le Gleason 4, donc c'est ce qu'on a vu un peu, mais globalement c'est toujours du Gleason 6, PSA inférieur à 10. Les longueurs de biopsie c'est très faible, hein, il faut qu'on ait une ou deux biopsies positives, etc., une ou deux biopsies positives, et quand elles sont positives, il faut qu'il y ait moins de 50% de la biopsie évaluée. Donc là c'est d'abord les critères d'inclusion, donc voilà. Après, le suivi. Donc le suivi, vous avez vu, en fait, c'est assez différent d'une étude à l'autre. Globalement, voilà, on est dans des biopsies soit tous les ans ou tous les 2 ans, soit à 3 ans. Quand on va faire une surveillance active, la règle, c'est de refaire une biopsie de sécurité ou de restadification dans l'année qui suit la première biopsie, entre 6 et 18 mois après la biopsie initiale, pour s'assurer que notre biopsie initiale n'a pas sur- ou sous-évalué la maladie. Et vérifier également qu'il n'y a pas eu d'évolution entre les deux. Ça, éventuellement, voilà, on peut céder de l'IRM à nouveau, mais c'est ça la règle. Donc, c'est ça où des fois on a du mal à convaincre le patient de se faire rebiopsier. Donc ça, voilà, ça c'est d'autres études, c'est les principales études. Ah, pardon. Voilà. Donc ça c'est les principales données. Donc ça après les principales données, pour faire simple en fait, ça c'est les données assez récentes qui ont été publiées. Ça, c'est le congrès international des cancers urinaires. Et donc là, ils ont publié leur suivi à 15 ans après l'inclusion en moyenne. C'est-à-dire qu'un patient était inclus et 15 ans après, on regardait ce qu'il y avait. Donc un suivi à 15 ans avec une médiane de suite. On voit qu'à 10 ans, en fait, il y a pratiquement 60% des patients qui restent sous surveillance active. Après, ce qu'on voit aussi, hein, c'est que malgré tout, il y en a quand même qui, sur un suivi de 10 ans, ont évolué et sont décédés en cancer à la prostate. Ça, c'est pas... Quand on dit qu'il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de risque zéro, ça c'est évident. Donc ça nécessite, quand on dit qu'on ne joue pas et qu'il faut refaire les biopsies, qu'il faut refaire les IRM, qu'il faut s'astreindre à bien venir à nos rendez-vous, c'est important. Moi lundi, par exemple, il y a un patient sur la active qui dit ouais, mais moi j'ai pas envie de vous voir pour vous donner mon PSA. Je dis oui, mais enfin, on peut discuter, je veux vous toucher, voilà, je peux faire de la télémédecine, mais ça n'a aucun sens. Il faut venir, venez, je ne sais pas, etc. Ok. Donc là, c'est à peu près pareil. Voilà, sur les spécifiques, à 10 ans, ça c'est John Hopkins, c'est un autre hôpital nord-américain avec des très grosses populations. Et donc on voit que voilà, le décès par cancer prostate, donc entre 0 et 1,5% sur l'ensemble des données qui sont colligées, en fait, avec tous les grands essais. Le taux métastatique, on va dire autour de 3%. Et voilà. On bascule en traitement curatif. Donc, à une moyenne de 5 ans, on est à peu près à 40%. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ça? Ça vous va? Oui, avec ce suivi, donc on évite l'opération. Voilà, ou la radiothérapie. Il y a des critères, oui. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on rentre dans les statistiques, qui sont toujours délicates, quand oui, même, c'est ça. où l'espérance de vie supérieure à 10 ans. Ouais. Et quand on a été opéré? Quand on a été opéré. Alors bah là, c'est plus de surveillance active. C'est une surveillance. Oui, non, mais à ce moment-là, l'espérance de vie. Ah. Est-ce qu'on a des statistiques sur on a été opéré de la prostate? Ouais. Et quelle est l'espérance de vie après l'opération? Alors, en fait, l'espérance de vie spécifique, en fait, l'espérance de vie, elle ne va pas forcément être modifiée, en fait. Après, c'est la capacité d'une récidive après une chirurgie. Ouais. Oui, alors, en fait, ça va dépendre du stade initial de la maladie, de l'analyse de la pièce opératoire, qui va, en fait, un des intérêts aussi de la chirurgie, c'est qu'on a une très bonne notion de l'évolution locale. C'est-à-dire que, par exemple, sur une radiothérapie, on n'aura jamais l'analyse millimétrique de la pièce de la prostate, en fait. Et donc,
donc, parfois, on a su ou sous-évalué sur le bilan initial. Donc, l'avantage de la chirurgie, c'est la qualité de l'évaluation initiale et du suivi. Mais en effet, si on a un PSA indosable à 5 ans de la chirurgie initiale, voilà, normalement, on est considéré comme en rémission et on a peu de risque de récidiver. Donc là, on n'a pas de. Mais en fait, on peut calculer, il y a des comment on appelle ça, des nomogrammes. On rentre l'âge du patient, le stade initial, l'âge, etc. Et puis ils nous disent les chances de récidive biologique. Mais en fait, on est dans des taux de survie à 10 ans là, qui sont normalement supérieurs, de survie spécifique, donc de survie ou de récidive par rapport au cancer, voilà, qui sont très bons. Quoi. Tout dépend des stades. Donc, sur la question, c'est est-ce qu'on décide de moins opérer? Parce que si on opère, il peut y avoir de lourdes conséquences, qui à mon avis c'est faux, parce que ces conséquences aujourd'hui elles ont bien diminué. Ou est-ce qu'on décide de ne pas opérer, parce que l'opération va coûter plus cher, et que ça coûte à la sécurité sociale, etc., et que dans un système de finance. Voilà. C'est ça, moi, la question que je me pose, hein, parce que moi j'ai été opéré de la prostate, je le dis, j'avais un score de Gleason à 6, un PSA à 6, et tout de même, je préférais me faire opérer, comme ça moi je suis tranquille. Mais aujourd'hui, moi, quand je vois, j'ai des amis qui n'ont pas été opérés, ça s'est mal passé, et ceux qui refusent d'être opérés, c'est parce qu'ils ont des femmes qui ont 15 ou 20 ans de moins qu'eux. Donc, côté libido, ça risque de poser des problèmes. Alors, je ne sais plus quoi penser. En fait, ça, moi, je pense que c'est une bonne chose, mais... Alors, il y a plusieurs choses. C'est un art. Donc, il y a aussi la sensation et la connaissance du médecin qu'il y a. Et de voir les gens, voir l'évolution. Ça nécessite du temps et ça nécessite aussi de la connaissance et du savoir-faire de la part de l'urologue et une explication du patient. Moi, j'ai des gens qui étaient aux critères de surveillance active, à la fois IRM, biopsique, de taux de PSA. Par exemple, moi, lundi, je voyais un cousin d'Adnosanesis qu'on a opéré et lui, il avait un Gleason 6, il avait un PSA à 3,8, mais au toucher, il avait la prostate, une moitié de la prostate qui était touchée. L'IRM n'était pas inquiétante. On l'a opéré, finalement, sur pratiquement toute la prostate, la tumeur était sortie. On était sur un T3 qui avait envahi, N+, etc. Ce qui n'est pas du tout dans les statistiques. On est dans les 5-6%. Et moi, j'avais tenu à dire, pour moi, il faut opérer. Je le dis parce que il y a trop de biopsies positives, t'es jeune, les machins, etc. Il faut y aller. Je pense que voilà, on avait raison. Même si on était dans les critères de surveillance active, je vais expliquer pourquoi moi, je pensais que ce n'était pas raisonnable de continuer à surveiller. Donc après, il y a aussi la discussion. Après, il y a une question aussi de choix. C'est-à-dire qu'il y a un discernement que le chirurgien et le patient font ensemble, mais c'est surtout le patient à le faire, sur qu'est-ce qu'il met comme... où il met son curseur de vie. Lui, il va de mettre des valeurs dans ce choix-là. Est-ce qu'il met des valeurs de survie? Est-ce qu'il met des valeurs de confort sexuel? C'est pas à nous de lui dire. C'est nous de lui dire, voilà, nous, sur la chirurgie, on est à 5% d'incontinence à 1 an, invalidante. On est, je pense, à 60% de séquelles sexuelles, mais s'il y a séquelles sexuelles, on a des traitements, les comprimés, les injections, les prothèses d'érection qui sont très bien, qui donnent des bonnes satisfactions. On est là pour les aider. Voilà. Mais en fait, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire, une explication. Une décision difficile. C'est une décision. Je pense que sur la sexualité, comme dans la sexualité, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de craintes, beaucoup d'imagination sur ce que c'est, sur ce que ça représente. C'est une discussion de couple aussi pour le coup. Voilà. Après, moi je suis chirurgien urologue. Mais voilà, j'ai aussi des gens qui sont dans ma famille qui ont eu des cancers de prostate, etc. Bon, c'est vrai que j'ai toujours du mal à ne pas traiter quelqu'un qui, je pense, va décéder, va perdre des années de vie, ou des années de vie, c'est une chose, mais perdre aussi de la qualité de vie, alors qu'on aurait pu le soigner, et puis que peut-être avec les comprimés d'injection, il aurait quand même maintenu sa sexualité. Mais il y a des gens, ça c'est hors de question. Ils préfèrent mourir que de tout demander. Bon, bah, voilà, moi, c'est pas mon point de vue, mais mon point de vue, on n'a rien à faire. Voilà, c'est ça. On est là pour aider, pour rendre service. Mais on explique, parce que rien n'est pire que ce que j'appelle un viol chirurgical. Donc, ce que m'ont appris mes aînés, c'est-à-dire d'opérer quelqu'un alors que le mec, il n'a pas digéré l'annonce, qu'il n'a pas digéré les conséquences éventuelles, qu'il n'a pas compris qu'on pouvait l'aider par derrière, que voilà. Mais si on veut avoir des érections après une chirurgie de la prostate, on peut en avoir. Mais ça va être moins naturel. Oui, il n'y a plus d'éjaculation, mais il y a du désir, donc il y a de la libido, il y a de l'orgasme, voilà. Ça change la sexualité, ça c'est sûr, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est la fin de la sexualité? Je pense pas. Le
Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vrai que nous, notre phobie, c'est l'incontinence urinaire. Ouais, ça, c'est vraiment la phobie. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup modifié de techniques. Qu'ici, on essaye de faire vraiment au mieux pour avoir ça, pour limiter les conséquences séquelles urinaires. Et les conséquences séquelles urinaires, maintenant, ça a beaucoup diminué. Et ça risque à combien de pourcents de ne pas vraiment pouvoir arrêter ça Moi, je dirais que, in fine, après toutes les prises en charge, c'est-à-dire, globalement, c'est de l'ordre de 1 ou 2%. Globalement, avant, il n'y a pas en panique, mais c'était un centre de recours pour la prise en charge de l'incontinence urinaire masculine, okay, souvent post-chirurgie prostatique. Et moi, quand j'étais interne il y a 10-15 ans, on faisait 4-5 blocs par semaine de prise en charge de l'incontinence urinaire masculine post-prostatectomie. Maintenant, ils font un bloc toutes les 2, voire tous les mois. Donc vous voyez, le nombre, on a aussi la consommation de couches masculines qui a diminué. Enfin, il y a plein de facteurs qui nous disent qu'avec les évolutions technologiques, on a vraiment diminué cette séquelle-là. S'il vous plaît. J'ai un copain de la pétanque justement, qui a changé de généraliste, parce que là, vous évoquez l'importance du dialogue et de la confiance. Et il nous dit que son nouveau généraliste lui déconseille de continuer à prendre Avodart, qui pourrait déclencher un cancer. Alors, l'Avodart, c'est un médicament qui a un traitement anti-hormonal local. Alors, on sort de l'assurance active. Mais en fait, si vous voulez, l'histoire, c'est que l'Avodart, dans les études, en fait, il y a une étude qui était bien faite qui montrait que l'Avodart prévenait le cancer de la prostate. En effet, l'Avodart, ça prévient le cancer de la prostate de façon globale. Mais spécifiquement, si on a un cancer agressif de la prostate, ça ne le préviendra pas. Donc voilà. A priori, on ne pense pas que ça déclenche les cancers agressifs de prostate, mais il ne faut pas avoir comme idée finalement, moi je pense que ça prévient les cancers de faible risque, mais ça ne prévient pas les cancers de risque avancé. On fait très attention actuellement à ça, on a des études en cours de surveillance sur l'Avodart pour savoir si en effet ça a favorisé le développement de tumeurs agressives de prostate. Pour l'instant, on n'est pas sûr. Pour l'instant, on ne le pense pas, sinon on arrêterait de le prescrire. Pour l'instant, on ne le pense pas. Ok. Aux États-Unis, je systématiquement de l'Avodart sur combien de surveillance active. Voilà. Sur combien de mois de traitement La deuxième chose, c'est que ça réduit le volume. Sur l'Avodart, alors là, c'était 5 ans. En fait, il y a eu, pour vous dire, je crois qu'ils avaient eu 10 000 patients, okay, et il y a eu 2 cancers agressifs dans le groupe traité par Avodart et 1 dans le groupe non traité. Donc on peut rester éventuellement 1 an, 2 ans sous Avodart. Sans problème. Comme on vous dit là, en fait, si vous voulez, aux États-Unis, en fait, le problème, c'est qu'ils donnent de l'Avodart à tout le monde, en fait, très largement, aussi bien au stade du cancer que l'adénome. Les recommandations encore en France, hein, c'est un patient non stabilisé avec une prostate de plus de 40 grammes, c'est mettre de l'Avodart. Bon, ça reste un médicament très intéressant. Et c'est très rare. Et avec un suivi de PSA intouché, qu'on fait de façon annuelle avec l'Avodart, ben, normalement, on ne devrait pas passer le cap. Et puis, s'il y a un cancer agressif, on devrait le diagnostiquer. Globalement, quand on s'interroge entre urologues, quand on se voit, des cancers agressifs sous Avodart, on n'en a jamais vu, très peu. Quoi. Enfin, ça nous paraît exceptionnel. Ça reste un bénéfice. Ah, ça reste clairement un bénéfice. Oui, monsieur. Vous avez dit, enfin, j'ai vu sur le tableau, un PSA inférieur à 10, oui. C'est l'idéal. Mais sous médicament? Non. Sans médicament, natif. Donc si on était sur Avodart, on double, c'est... Vous avez des médicaments pour l'hypertrophie bénigne de prostate, la fonction urinaire, et pas des médicaments pour le cancer de la prostate. Ouais, c'est ça. Le mix, tout ça, c'est bon. Alors, l'Avodart, il y a une hormone qui s'appelle une enzyme qui s'appelle la 5-alpha réductase. Alors, c'est un peu compliqué. En fait, la substance active qui va faire développer l'adénome, c'est la dihydrotestostérone. C'est un dérivé de la testostérone. Okay, et donc, en fait, l'Avodart va limiter la production de cette dihydrotestostérone, qui est cette hormone qui est mal régulée quand on a un adénome, qui fait que l'adénome grossit, pousse. Quand on re-régule avec l'Avodart correctement cette dihydrotestostérone, okay, bah, l'adénome ne grossit plus, et dans un certain nombre de cas même, il va diminuer. Donc en fait, avec l'âge, il y a une perturbation du fonctionnement de la dihydrotestostérone qui favorise la croissance d'un adénome, bah ça va re-réguler ça. Ok.
Donc le suivi en fait d'une surveillance active, c'est tous les mois, c'est PSA touché rectal. La rebiopsie, ce que je vous disais, c'était entre 6 et 18 mois. Alors, on est toujours à la recherche d'autres marqueurs biologiques que le PSA pour classer les gens. Les marqueurs biologiques qui sont en test, c'est des marqueurs notamment génétiques, des cartographies génétiques, mais quels gènes on va étudier? Est-ce qu'on va étudier les gènes de la tumeur? Est-ce qu'on va étudier les gènes somatiques, c'est-à-dire des autres cellules, par exemple? Voilà qu'on a. Il y a des marqueurs aussi sanguins, des cellules tumorales circulantes. Enfin, on essaie de trouver des choses qui augmentent notre degré de certitude sur l'évolution prévisible. Et de donner l'IRM aussi, on n'a pas encore de recommandations claires sur l'utilité de l'IRM et de répéter les IRM dans le suivi du cancer de la prostate en surveillance active. Voilà les facteurs prédictifs. Bon, voilà, ça c'est juste une mise au point sur les différents marqueurs prédictifs de reclassification retenus par les Américains. Voilà, donc il y a l'index Phi qui sensibilise un peu le PSA. En France, en fait, on n'a rien qui est remboursé, c'est assez dur à avoir. On a fait pas mal de tests, enfin on a fait des études sur Bossoy sur l'index Phi, je ne sais pas si ça de patients. Voilà. Bon, ouais, on espère pouvoir arriver en routine et en France, on pourra le proposer à moindre coût pour une patiente. Ça, c'était une revue de la littérature, voilà, qui a été demandée par le journal européen d'urologie. On a été très content qu'en fait, c'est notre équipe qui avait été choisie pour faire cette revue de littérature. Ça, c'est ouais. Peut-on réduire la fréquence des PDP sans prolonger le temps de... Voilà. En fait, la question, c'est que vous avez vu, globalement, normalement, c'était une proposition dans les recommandations de rebiopsie pratiquement tous les ans. Et donc là, la question, c'est d'espacer. Et donc, on a vu qu'on est en train d'espacer la rebiopsie. Donc oui, la biopsie 1 an, elle semble obligatoire. Après, est-ce qu'on l'a fait à 2 ans? Non. Donc, on est en train de passer à un schéma à 1, 3, 5 et 8 biopsies, puis après, tous les 5 ans, ou de la mi-temps de suivi. Donc la biopsie tous les ans qui était la norme il y a encore 4 ans, c'est plus la norme sur la surveillance active. Voilà. Pour les patients jeunes, est-ce qu'un patient jeune, entre guillemets, donc jeune, c'est avec un âge moyen de 65 ans pour le cancer de la prostate, peut être éligible à la surveillance active? Oui, clairement, c'est oui. L'IRM, au contraire, même c'est plus agressif. Hein. Non, le cancer de la prostate chez le jeune, c'est globalement moins agressif que chez la personne âgée. Il y a des rares cancers, malgré tout, du jeune très agressifs, mais c'est vraiment de l'exceptionnel. Mais en fait, en gros, en vieillissant, il y a quand même une immunosénescence, c'est-à-dire que le système immunitaire est un peu moins efficace. Et donc, malgré tout, à stade équivalent, la maladie est plus grave chez le patient âgé. Okay. L'IRM, on a peu de données sur la surveillance active. Nous, ce qu'on propose, c'est faire quand même un Bossoy IRM tous les 2 ans, en fait, pour vérifier qu'on est dans les coups, parce qu'on peut se tromper sur la biopsie, on peut se tromper sur le PSA. L'IRM, elle voit quand même très bien les tumeurs qui évoluent. Donc, on a une valeur prédictive, c'est-à-dire qu'une IRM qui retrouve une lésion significative, normalement, on a un cancer significatif. Une IRM qui est complètement négative, on a 98% de chances qu'il n'y ait pas de cancer significatif à capacité d'évolution. Okay. Donc ça, c'est les données à suivre. Probablement, on aura des recommandations dans les années qui vont suivre sur les IRM et la surveillance active. Ouais, donc il y a des protocoles. Donc là, en France, il y a un protocole qui est ouvert avec l'Institut Paul Calmette, qui est le centre de lutte contre le cancer de PACA, là, pour la Côte d'Azur, donc à Marseille. Et il y a une très belle étude qui est en cours sur la surveillance active et la palutamide. Donc la palutamide, c'est un anticancéreux oral de prostate pour montrer l'intérêt voilà, de ne pas simplement surveiller, mais on peut donner aussi des traitements déjà anticancéreux de prostate et voir si ça a un intérêt. Donc ça, là, je vous ai mis celle-là parce qu'il y a d'autres études actives en cours avec d'autres traitements. Donc les Américains, ils font facilement de la Godard. Il y a eu du Casodex aussi, mais le Casodex, on arrête un petit peu. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que oui, la science active existe et on a pas mal de données scientifiques pour pouvoir la proposer en sécurité et bien cadrée. Donc c'est sur des PSA à faire à 10, des glycines 6, des petites tumeurs au toucher rectal, un suivi tous les 6 mois par toucher rectal PSA et des rebiopsies à 1, 3, 5 et 8 ans. Voilà. Merci de votre attention. Merci.